Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple bout de papier, signé dans un moment de pure distraction et de désespoir, scellerait mon destin de manière aussi irréversible. Ma vie, jusque-là, était une toile d'attente familiales et de traditions millénaires, où moi, Noor, âme rêveuse et esprit libre, me sentais de plus en plus étouffé. Je cherchais un but, une étincelle de sens dans un monde qui semblait déterminé à me façonner en quelque chose que je n'étais pas. Au bord de l'abîme existentiel, je me demandais, serait-il possible qu'une erreur la plus impensée des fautes puisse non seulement tout changer, mais aussi me transformer en ce que j'aurais toujours dû être? Suivez-moi, et découvrez comment ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le commencement d'un voyage extraordinaire. Mes jours s'égrenaient, lourds comme les soies et les brocarts que j'étais contrainte de porter. Chaque aube apportait la promesse d'un nouveau jour de discussion sur mon avenir, sur le mariage arrangé que la famille attendait, sur la nécessité de m'insérer dans un moule qui m'était étranger. Je rêvais d'horizons ouverts, de la liberté de choisir mon propre chemin, mais la réalité était une cage dorée. Les murs du palais, autrefois un refuge, étaient désormais les barreaux de ma propre prison. Mon âme réclamait de l'air, de l'espace pour respirer, tandis que mon cœur se contractait sous le poids de la culpabilité de ne pouvoir être la fille parfaite, la fiancée idéale que tous attendaient. C'est au milieu de cette brume d'angoisse et de désespoir que tout est arrivé. Mon esprit s'égarait, perdu dans des rêveries d'évasion, alors que je feuilletais une pile de documents interminables, contrats fonciers, accords commerciaux, papiers administratifs qui ne m'intéressaient guère. J'étais là par obligation, aidant mon père dans une de ses nombreuses transactions. Mais mon attention oscillait entre la tâche et l'imminence d'un ultimatum qui allait bouleverser ma vie à jamais. Ce jour-là, la pression était insoutenable. Mon père m'avait chargé de revoir et de signer une série de papiers routiniers, ceux qui ne demandaient que mon paraphe pour officialiser de petites transactions secondaires. J'étais fatigué, épuisé par les négociations sans fin et les regards réprobateurs des anciens de la famille. Le stylo semblait peser 1 tonne dans ma main, chaque trait un renoncement à ma propre volonté. L'un des documents, un parchemin d'une calligraphie élaborée orné d'un sceau imposant, se trouvait au milieu de la pile. Je l'ai à peine lu, l'esprit brouillé, les yeux embués de larmes non versées. Je n'ai vu que la ligne pointillée, le nom de la famille en haut et l'espace réservé à ma signature. J'ai signé. Un geste mécanique, un acte irréfléchi, une erreur colossale. Le soulagement momentané d'avoir accompli la tâche a rapidement laissé place à un frisson parcourant ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un document ordinaire. L'homme qui me l'avait remis, un scribe pâle et silencieux, m'a regardé avec un étrange mélange de révérence et de pitié. Ses yeux me disaient que j'avais fait quelque chose d'irréversible. C'est alors que les mots, auparavant flous dans ma vision, ont sauté aux yeux. Contrat de mariage arrangé. Mon nom, Noor, suivi de celui du Cheikh Hassan, un chef légendaire, aussi respecté que redouté. Un homme dont la réputation résonnait à travers les déserts et les palais, un mystère enveloppé de pouvoir. Mon cœur s'est arrêté. L'air s'est raréfié, la pièce a tourné. J'avais signé un contrat de mariage, par erreur. Un malentendu bureaucratique, un instant de distraction fatale, et j'étais désormais promise à un homme que je ne connaissais même pas, enfermé dans un destin que je n'aurais jamais imaginé. Ma liberté, mes rêves, tout ce que je chérissais s'échappait entre mes doigts, comme du sable fin. J'ai été jeté sans avertissement, dans les bras d'un homme incarnant le pouvoir et l'énigme, un futur incertain où la seule certitude était la perte de ma propre identité. La terreur m'a envahi, mais au fond, une petite voix obstinée murmurait « Ce qui allait suivre défierait toutes mes attentes. » Le poids de l'honneur familial, une chaîne invisible mais indéfectible, s'est resserré autour de mon cou. Il n'y avait aucun retour en arrière possible. Ma fuite, jadis un rêve lointain, devenait désormais un mirage cruel, remplacé par la dure réalité d'un engagement forcé. J'avais été livré, non pas avec faste et célébration, mais dans une solennité presque funèbre, comme si j'étais un paquet précieux, dénué de vie propre, à transférer d'une résidence à une autre. Le voyage jusqu'au palais du Cheikh Hassan fut un flou de paysages désertiques et un silence funèbre à l'intérieur du luxueux carrosse, chaque mille me séparant davantage de ce que je connaissais, de ce que j'étais. L'air s'était épaissi, empreint de l'odeur d'encens exotique et de la promesse d'un pouvoir que je pouvais à peine concevoir. Lorsque les majestueux murs du palais apparurent à l'horizon,
Il ne ressemblait pas à un refuge, mais plutôt à la forteresse d'une nouvelle prison, plus grandiose encore et, par conséquent, plus terrifiante. Il était là, Cheikh Hassan. Il n'était pas seulement un homme, mais une présence, une force de la nature qui emplissait l'atmosphère. Ses yeux, d'un ton profond et impénétrable, balayèrent mon visage avec une intensité qui me coupa le souffle. Sa stature était imposante, son vêtement impeccable, et l'aura d'autorité qui l'entourait était presque palpable, tel un bouclier invisible repoussant quiconque oserait s'approcher de trop près. On disait qu'il était juste mais implacable, un leader vénéré et craint à parts égales. Pour moi, en cet instant, il n'était que l'énigme qui avait englouti mon avenir, l'homme derrière le contrat qui scellait mon destin. Les premiers jours furent une danse mécanique de rituels et d'apparences. Le palais était un labyrinthe de couloirs somptueux, de jardins exotiques et de salons opulents, mais pour moi chaque pièce n'était qu'une extension de ma cellule. Les soies les plus fines, les bijoux les plus éclatants, les festins les plus copieux, tout cela n'était qu'un écran de fumée, cachant la vérité que j'étais prisonnière de ma propre vie. Je mangeais, buvais, participais aux cérémonies, mais c'était comme si j'assistais à tout depuis l'extérieur, une ombre pâle dans un monde de couleurs vibrantes. Ma liberté avait été dérobée, et la peur d'une vie sans amour, sans choix, sans véritable but, rongeait mes entrailles. La cour était un nid de vipères, où les sourires se cachaient. Derrière des intentions venimeuses et des murmures se cachaient les armes les plus tranchantes. Les intrigues étaient incessantes, les regards scrutateurs, perpétuels. Je ressentais chaque mouvement de ma part jugé, chaque mot pesé, chaque silence interprété. Les devoirs royaux, autrefois de simples histoires dans des livres, étaient désormais des fardeaux lourds qui m'étouffaient. Il y avait l'étiquette, les audiences, les réunions avec les anciens, les obligations envers les femmes du harem, un univers complexe et impitoyable pour lequel je n'avais pas été préparé. Moi, Nour, la rêveuse aspirant à la simplicité, j'étais désormais plongé dans la complexité d'un empire. Comment pourrais-je survivre? Comment trouver ma valeur dans un lieu où je ne suis qu'un pion dans un jeu de pouvoir? Je me surprenais constamment à chercher un éclat, une brèche dans l'armure du Cheikh Hassan. C'était un homme de peu de mots, ses gestes mesurés, son expression presque toujours impassible. Je l'observais de loin lors des dîners officiels, lors de ses rares apparitions publiques, tentant de déchiffrer le mystère qui l'entourait. Que se cachait-il derrière cette façade de puissance? Y avait-il de l'humanité ou seulement la froideur calculée d'un souverain? Chaque jour, la pression augmentait. L'attente que je m'adapte, que je devienne la reine qu'ils espéraient, était un fardeau écrasant. Mais au fond de moi, je refusais de disparaître. Je m'accrochais à mon essence, à mes rêves, comme un naufragé s'agrippe à un morceau de bois au milieu d'un océan tempétueux. Notre première rencontre en aparté, au-delà de la brève présentation formelle, eut lieu lors d'une nuit de tempête, alors que le vent hurlait comme un esprit agité à travers les fenêtres du palais. J'étais dans la grande salle, cherchant du réconfort en lisant un ancien manuscrit lorsqu'il entra. Aucun avertissement, aucun héros, seulement sa présence soudaine fit vibrer l'air. Je levai les yeux et croisai les siens. Un choc. Ce n'était pas la froideur que j'attendais, mais une curiosité presque imperceptible. Il s'approcha, ses pas sûrs et silencieux, et s'arrêta à quelques mètres de moi. Le silence qui s'ensuivit était lourd, chargé de questions tues. « Que lis-tu, Noor » Sa voix était profonde, résonnant jusque dans mes os, et pour la première fois, elle ne semblait pas seulement être un ordre, mais une véritable interrogation. Mes mains tremblèrent légèrement en tenant le livre. « C'est une collection de poèmes anciens, Majesté, sur la quête de la liberté et de l'amour véritable. » Un muscle dans sa mâchoire se contracta. « De la poésie. Je pensais que vous étiez plus intéressé par les affaires d'État. » Je relevai le menton, ressentant un courage inattendu. Les affaires d'État sont importantes, bien sûr, mais l'âme humaine a également besoin de nourriture, Majesté. Et pour moi, la poésie est le pain de l'âme. Ses lèvres s'incurvèrent en un léger sourire, presque imperceptible. Un éclat de quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Intéressant. La plupart des femmes de la cour préfèrent les bijoux et les commérages. Je ne suis pas la plupart des femmes de la cour, répondis-je sans réfléchir, puis m'en voulus aussitôt. Il y avait trop d'audace dans ma voix, mais il ne sembla pas offensé. Au contraire, son regard s'approfondit, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau en moi. Il se rapprocha, et le parfum de santal et d'épices de son vêtement m'enveloppa. En effet, vous ne l'êtes pas.
Et que dit la poésie sur la liberté que vous désirez tant? Sa question me prit au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait perçu mon angoisse, ni qu'il s'en soucie. Elle dit que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de chaînes, mais dans la force d'esprit nécessaire pour les porter avec dignité, ou les briser quand l'âme l'exige. Le cheikh Hassan resta silencieux un long moment, les yeux fixés dans les miens, comme s'il lisait mon âme. Je ne savais pas s'il était irrité ou impressionné. La tension était presque insoutenable. Puis, il hocha lentement la tête. Je comprends. Il se tourna et je pensais que la conversation était terminée. Mais, avant de partir, il s'arrêta sur le seuil de la porte. « Demain, venez dans mon bureau. » L'invitation, ou était-ce un ordre déguisé, résonnait dans mon esprit toute la nuit durant. Le bureau du cheikh Hassan. Ces mots portaient un poids que je peinais à déchiffrer. Était-ce une réprimande pour mon audace? Ou un test? Un nouveau piège dans ma captivité dorée? Le sommeil ne vint pas, remplacé par une agitation mêlant terreur et une étrange curiosité presque coupable. Au fond de moi, une partie, celle qui osait encore rêver à la liberté, voulait comprendre l'homme derrière le masque du pouvoir. Le matin arriva, gris et lourd, comme le voile qui recouvrait mon avenir. Je revêtis une tenue simple mais élégante, choisie avec l'intention de ne pas attirer l'attention, mais aussi d'exprimer une dignité silencieuse. À chaque pas dans les couloirs du palais, l'écho de mes souliers semblait amplifier les battements de mon cœur. Le bureau du cheikh se trouvait dans une aile plus retirée, loin du tumulte de la cour, un sanctuaire de pouvoir et de secret. Je frappai à la porte, et une voix grave et ferme me donna la permission d'entrer. L'atmosphère était sobre mais imposante. Des étagères surchargées de vieux livres et de manuscrits rares couvrirent les murs, un contraste fascinant avec la froideur que j'associais au cheikh. Une grande table en bois sombre dominait le centre de la pièce, couverte de cartes, de documents et d'un encrier en argent. Il se tenait debout, dos à la fenêtre, observant la cour. La lumière du matin dessinait sa silhouette, le rendant encore plus énigmatique. Il se tourna vers moi, et ses yeux, qui la nuit précédente avaient dévoilé une lueur d'inattendu, étaient à nouveau impénétrables. « Nour, assieds-toi. » Sa voix était neutre, dépourvue de la curiosité qu'il avait pourtant montrée. Je m'assis sur la chaise en face de lui, les mains jointes sur mes genoux, tentant de maîtriser le tremblement. Le silence s'étira, dense, et je me préparais à ce qui allait suivre. Ta passion pour la poésie et la liberté m'a intrigué. Il brisa enfin le silence, d'une voix basse et profonde. Dans ce palais, la plupart ne cherchent que le pouvoir, pas les mots. Je déglutis. Majesté, la poésie est la manière dont mon âme résiste à la conformité. Il m'observa attentivement, et un instant je jurai apercevoir un éclat de mélancolie dans ses yeux. La conformité est la base de notre monde, Nour. Mais je comprends ta quête. Moi aussi, dans mes jeunes années, j'ai cherché quelque chose au-delà, des obligations. Cette petite révélation m'avait prise par surprise. Lui, le redouté cheikh Hassan, avait-il également des rêves qui défiaient les attentes? C'était la première fissure dans le mur qu'il avait érigé autour de lui. « J'ai une mission pour toi. » Il s'approcha de la table, saisissant un parchemin. Une ancienne bibliothèque, oubliée dans les sous-sols de ce palais, doit être cataloguée et restaurée. Elle contient des textes rares, certains dans des langues presque disparues. Aucun de mes scribes ou conseillers n'a la patience ni les connaissances nécessaires pour une telle entreprise. J'ai pensé que peut-être toi, avec ton goût pour la nourriture de l'âme, pourrais assumer cette responsabilité. Mes yeux s'écarquillèrent. Une bibliothèque? L'idée était un baume pour mon âme blessée. C'était une tâche, certes, mais aussi une opportunité, un objectif qui ne impliquait ni intrigue de cour ni devoirs royaux vides de sens. C'était un test de confiance, un défi que je sentais capable de relever. J'accepte, Majesté, avec gratitude. Un léger hochement de tête fut sa seule réponse. Ce sera ta responsabilité, mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Le palais a ses propres dangers, Nour, et tous ne sont pas visibles. Son avertissement glaça mon sang, mais la flamme d'un nouveau dessein s'était déjà allumée dans ma poitrine. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai avec une intensité fiévreuse dans la bibliothèque souterraine. L'odeur de la poussière et du papier vieilli était un parfum pour moi. Chaque livre, chaque manuscrit, était un trésor à découvrir. Alors que je me perdais dans les pages, je commençais à trouver de petits indices laissant entendre que le cheikh Hassan n'était pas simplement le dirigeant froid qu'il paraissait être. Il y avait des annotations dans certains livres, des marginalia de sa propre écriture,
révélant un intérêt profond pour la philosophie, l'histoire et même la poésie. Il n'était pas seulement un homme de pouvoir, mais un homme de savoir, peut-être même un homme d'âme. Pourtant, ma routine d'isolement ne dura pas. Les intrigues de cour étaient comme une marée montante et descendante. Et moi, la nouvelle épouse inattendue du cheikh, j'étais une cible facile. L'une des concubines les plus influentes, une femme nommée Zafira, d'une beauté époustouflante et d'une ambition implacable, me considérait comme une menace. Ces murmures venimeux commencèrent à circuler, mettant en doute mes origines, ma capacité à être reine, et même la validité de mon mariage. On disait que j'étais une étrangère, une usurpatrice qui avait trompé le cheikh. La pression monta, et je sentais les regards de tous braqués sur moi, scrutant chacun de mes pas. Un jour, alors que je travaillais à la bibliothèque, un messager est venu m'apporter une convocation. Je devais assister à une réunion avec le Conseil des Anciens pour discuter d'un nouvel impôt sur les villages les plus pauvres. Une mesure dont je savais qu'elle engendrerait de grandes souffrances. Mon cœur se serra. Je n'avais ni voix ni pouvoir, mais l'injustice me blessait profondément. Lors de la réunion, Zafira, arborant un sourire cruel, suggéra que moi, en tant que nouvelle épouse du Cher, je devais être la première à approuver publiquement cette mesure, montrant ainsi ma loyauté envers le palais. C'était un piège, une manière de me forcer à soutenir une injustice ou en refusant de révéler ma désobéissance et ma faiblesse. Mon estomac se noua et l'air sembla se raréfier. J'étais prise entre le marteau et l'enclume. Si j'acceptais, je trahissais mes propres principes. Si je refusais, je donnais à Zafira et à ses alliés les munitions nécessaires pour me discréditer davantage. C'est alors que le cheikh Hassan, qui jusque-là observait en silence, leva la main. La nouvelle reine apprend encore les coutumes de notre peuple. Son avis sera précieux, mais il ne sera pas le premier à être pris en compte dans des affaires aussi délicates. Il me regarda, et dans ce regard il y avait à la fois un avertissement et une protection. Toutefois, Noor s'est consacrée à un projet d'une grande importance pour la préservation de notre histoire. Elle est en train de cataloguer l'ancienne bibliothèque, un trésor de savoir qui bénéficiera à tous. Sa voix était ferme, et son intervention constitua un bouclier inattendu. Il ne m'a pas directement défendu contre le piège, mais il a recentré l'attention, valorisant mon travail, et, d'une certaine manière, mon importance. La réunion s'est poursuivie, et la proposition d'imposition a été débattue, mais la pression sur moi s'est atténuée. Cette intervention inattendue du cheikh Hassan résonna en moi pendant des jours, une mélodie dissonante qui défiait mes certitudes. Ce n'était pas une défense passionnée, mais un calcul froid, une manœuvre stratégique qui pourtant m'avait protégé. Je me demandais, s'agissait-il d'une reconnaissance de ma valeur, ou simplement d'un jeu de pouvoir où j'étais une pièce à utiliser? L'ambiguïté de ses actes était aussi captivante que sa présence, et je me surpris, contre ma volonté, à être de plus en plus intrigué par l'homme qu'il était ou qu'il me laissait entrevoir. Je retournais à la bibliothèque avec une énergie renouvelée, mais aussi une nouvelle couche de curiosité. Chaque parchemin que je dépoussiérais, chaque livre que j'ouvrais semblait contenir non seulement l'histoire de notre peuple, mais aussi des fragments de l'histoire du cheikh lui-même. Ces annotations, autrefois un simple détail, étaient désormais des indices. Dans un vieux volume sur les grandes batailles du désert, je trouvais un passage souligné d'une écriture familière. La plus grande victoire n'est pas sur l'ennemi, mais sur sa propre impatience. À côté, une brève observation. Mon père n'était pas d'accord. J'ai appris. Cette phrase, si personnelle, si intime, révélait un Hassan que je n'aurais jamais imaginé. Un jeune homme qui avait également combattu, qui avait appris et qui peut-être portait des cicatrices invisibles. Il n'était pas simplement le monarque inébranlable, mais un homme forgé par ses propres batailles et par l'ombre de son prédécesseur. Cette découverte ouvrit une brèche dans ma perception. Je commençais à le voir non plus seulement comme mon ravisseur, mais comme un individu complexe, avec ses propres pressions et responsabilités écrasantes. Nos rencontres à la bibliothèque devinrent plus fréquentes, bien que toujours formelles. Il venait inspecter mes progrès, mais ses yeux s'attardaient sur les annotations que j'avais prises, sur les livres que j'avais choisis. Un après-midi, alors que je rangeais les cartes des anciennes routes commerciales, il s'approcha, ses pas silencieux comme toujours. Ces cartes révèlent la sagesse de nos ancêtres dans l'art de naviguer parmi les étoiles, dit-il d'une voix presque poétique, un murmure. Il comprenait que le chemin n'est pas toujours évident, Noor, et que l'obscurité du désert, majesté, peut être la plus grande alliée de celui qui sait lire les signes.
répondis-je, sentant un courage que je ne possédais pas auparavant. Nos regards se croisèrent, et cette fois, le silence ne fut pas tendu, mais empreint de compréhension. C'était comme si nous parlions une langue, secrète, accessible uniquement à nous deux. C'est alors que le cheikh Hassan me surprit avec une nouvelle épreuve de confiance, une qui allait au-delà de la bibliothèque. Une délégation de marchands venus de terres lointaines arrivera la semaine prochaine, annonça-t-il lors de l'une de nos rencontres. Ils apportent des propositions pour un nouveau traité commercial, mais la méfiance règne entre les parties. Je veux que tu sois présente aux réunions, pas seulement pour écouter, mais pour observer, pour me donner ton point de vue. Mon cœur fit un bond. C'était une responsabilité énorme, une incursion directe dans les affaires d'État, quelque chose qu'aucune reine fraîchement arrivée, et d'autant plus une qui avait signé un contrat par erreur, n'aurait jamais eu. C'était un signe qu'il était prêt à me donner une voix, à me voir au-delà de mon erreur. Mais, Majesté, je n'ai aucune expérience en diplomatie ou en commerce, argumentai-je, la voix tremblante de surprise. Tu possèdes quelque chose de bien plus précieux, Nour, répondit-il en fixant mes yeux. Tu as un esprit curieux et un cœur qui cherche la vérité, et contrairement à beaucoup ici, tu n'as pas d'intérêt caché. Observe, écoute. Et ensuite, dis-moi ce que tes yeux et ton âme ont perçu. La pression sur moi augmenta de manière exponentielle. La présence de Zafira et de ses alliés devint encore plus ostentatoire. Leurs regards me suivaient comme des ombres, leurs chuchotements s'intensifiaient, et je savais que chacun de mes pas serait scruté. La nouvelle de ma participation aux réunions diplomatiques se répandit comme une traînée de poudre, attisant l'envie et la fureur de la cour. Zafira en particulier ne dissimulait pas son mépris. Lors d'un dîner, elle prit soin de commenter, assez fort pour que tout le monde entende. Il est remarquable de voir comment certaines personnes, sans la moindre lignée ni préparation, sont élevées à des postes d'une telle importance. Que les dieux nous préservent de l'inexpérience. Je sentis mon visage s'empourprer, mais je me forçai à garder mon calme, me rappelant les paroles du cheikh sur la dignité. C'était la preuve que le palais avait, en effet, ses dangers invisibles. J'étais seul, affrontant une mer d'hostilité, avec pour seule ancre la confiance énigmatique d'Hassan. Les réunions avec la délégation furent un tourbillon de langues étrangères, de négociations complexes et de sourires faux. Je restais assise en silence, observant la danse du pouvoir, la manière comme les mots étaient utilisés comme des armes et des boucliers. Les commerçants, deux frères d'une province voisine, semblaient inflexibles, chacun cherchant à tirer le maximum d'avantages pour lui-même. Hassan, impassible, écoutait tout le monde, mais ses yeux se tournaient de temps à autre vers moi, comme s'il cherchait une confirmation tacite. Après des jours d'impasse, la tension devint palpable. Personne ne parvenait à un accord. Dans un moment de frustration, l'un des frères, l'aîné et le plus impétueux, lança une carte sur la table, accusant l'autre de mauvaise foi. La salle tomba dans un silence lourd. C'est alors que, presque sans réfléchir, je me penchai et indiquai un petit détail sur la carte, une ancienne route de caravane désaffectée depuis des siècles. Majesté, et si le problème ne résidait pas dans l'intention, mais dans la perspective? Ma voix, basse, résonna dans la pièce. Cette route, bien qu'ancienne, est encore rappelée par les Bédouins. Elle traverse des terres que les deux clans considèrent comme sacrées. Peut-être, si la nouvelle route pouvait intégrer un petit détour honorant ce passage, la confiance pourrait être restaurée. Tous les regards se tournèrent vers moi. Zafira laissa échapper un souffle discret, mais le cheikh Hassan ne me réprimanda pas. Au contraire, son regard se fixa sur la carte, puis sur moi. Il saisit le stylo et, d'un geste précis, traça un nouveau chemin, incorporant ma suggestion. « La reine a raison », déclara-t-il d'une voix ferme. « Une solution qui honore le passé et pave l'avenir. » Les frères s'échangèrent un regard surpris. L'idée, venue d'une femme et plus encore d'une étrangère, était inattendue. Mais la simplicité et la sagesse ancestrale de la proposition résonnèrent. Lentement, la tension diminua et les négociations reprirent, cette fois avec un nouvel espoir. Mon intervention, aussi inattendue qu'audacieuse, avait brisé la glace. Les frères, auparavant inflexibles, se montraient désormais plus ouverts au dialogue, et le traité, qui semblait condamné, reprenait un souffle nouveau. Le cheikh Hassan, d'un signe presque imperceptible de la tête, signala la fin de la séance, mais son regard s'attarda sur moi un instant, un mélange d'évaluation et de quelque chose de plus, quelque chose que je ne parvenais pas encore à déchiffrer.
Je sentis le poids des regards de la cour sur moi, certains empreints d'admiration, d'autres d'une évidente jalousie. Zafira, avec sa beauté froide, me jeta un regard promettant une représaille, un avertissement silencieux que ma petite victoire ne resterait pas impunie. Cette nuit-là, la solitude de ma chambre me paraissait encore plus oppressante. L'euphorie passagère de la négociation s'était dissipée. Cédant la place à l'épuisement et à l'incertitude, j'avais agi par instinct, guidé par une perception qu'à la bibliothèque j'avais appris à affûter, mais le prix d'une telle audace pouvait être élevé. Avais-je franchi les limites? Le cher me permettrait-il de continuer à avoir voix au chapitre, ou cela ne serait-il qu'une exception? La grande question dramatique planait au-dessus de moi. Pourrais-je trouver non seulement l'amour et un sens dans un mariage imposé, mais aussi la force de me transformer en une leader que le monde n'attendrait jamais, défiant les attentes de tous, y compris les miennes? Les jours suivants furent un tourbillon. La nouvelle de ma participation et de ma suggestion fructueuse se répandit dans les couloirs du palais comme un incendie. Certains me regardaient avec un œil nouveau, d'autres avec encore plus de ressentiment. Les intrigues, auparavant chuchotements, deviennent désormais plus audibles, plus directes. Zafira intensifia sa campagne silencieuse, organisant de petits boycotts sociaux, répandant des rumeurs sur mon ascension météorique et mon manque de décorum. Je sentais le sol sous mes pieds, auparavant instable, devenir encore plus mouvant. Mais quelque chose avait changé dans la dynamique avec le cheikh Hassan. Il commençait à m'inviter plus fréquemment à des réunions, non seulement pour discuter de la bibliothèque, mais aussi pour me demander mon avis sur divers sujets, de la gestion des ressources hydriques aux plaintes des paysans. Il écoutait, les yeux fixés sur moi, absorbant chaque mot, pesant chaque idée. Je me sentais comme une graine plantée dans un sol aride, mais qui, contre toute attente, commençait à germer. Lors d'une de ces conversations, alors que nous marchions dans les jardins du palais au crépuscule, il me demanda mon enfance, mais des rêves avant tout cela. Je me surprenais à dévoiler des détails intimes, la passion de chevaucher librement à travers les champs, le désir d'apprendre sur les étoiles et les histoires des nomades. Il écoutait, sans juger, et pour la première fois, j'aperçus une lueur de vulnérabilité dans ses yeux, une ombre de regret ou peut-être de nostalgie. Moi aussi j'ai eu mes propres rêves, Nour, avoua-t-il, sa voix basse presque inaudible. Avant le fardeau de la couronne, il fut un temps où je voulais simplement être un érudit, un homme libre d'explorer le savoir. Mais le destin, ou la tradition, a ses plans pour nous. Cette confession, venant d'un homme si réservé, fut un choc. Elle révélait un visage humain, une âme qui, tout comme la mienne, avait été façonnée par des circonstances hors de son contrôle. À cet instant, le mur entre nous ne s'effondra pas complètement, mais une porte s'ouvrit, un passage vers une compréhension mutuelle que je n'aurais jamais espérée. Je commençais à voir non seulement le cheikh, mais Hassan, l'homme. La cour, cependant, ne pardonnait pas. Mon influence grandissante et ma proximité avec le cheikh étaient aperçues comme une offense directe à la hiérarchie établie. Zafira, en particulier, était furieuse. Elle savait que chaque pas que je faisais vers le pouvoir était un pas qu'elle faisait en sens contraire. L'intrigue prit une nouvelle ampleur lorsqu'une cargaison vitale de céréales, destinée aux villages les plus pauvres, fut détournée. La faute tomba sur moi. La reine étrangère ne comprend pas les complexités de notre logistique, déclara ouvertement Zafira lors d'une réunion du conseil, ses yeux étincelants. Son inexpérience a causé de grandes souffrances à notre peuple. Peut-être devrait-elle se limiter aux livres et aux poèmes. L'accusation était grave, et la punition pour une telle négligence pouvait être sévère, peut-être même l'exil. Je sentis la panique monter dans ma gorge, mais les mots du cheikh sur la dignité résonnèrent dans mon esprit. Je ne pouvais me courber. Je n'ai pas détourné les céréales, déclarai-je, la voix ferme malgré le tremblement intérieur. Et je crois que la vérité se cache dans l'ombre, non dans les accusations faciles. Si on m'en donne l'occasion, j'enquêterai moi-même. Le conseil s'agita. Une reine enquêtant sur un crime? C'était inédit, un défi direct à l'autorité des conseillers et à Zafira elle-même. Le cheikh Hassan observait, impassible, mais je pouvais sentir l'intensité de son regard. « Et comment comptes-tu t'y prendre, Nour » demanda l'un des anciens, d'un ton moqueur. « Tu n'as aucune expérience en pistage ni en interrogatoire. »« J'ai l'appui de la bibliothèque, répondis-je, un éclair d'inspiration dans le regard. Elle recèle des cartes anciennes des routes commerciales, des registres de caravanes et même des traités sur la logistique militaire.
Et j'ai un œil pour discerner ce que d'autres ne voient pas, ainsi qu'un cœur incapable d'accepter l'injustice. Hassan leva la main, imposant le silence. Laissons la reine Noor prouver sa valeur. Elle disposera d'une semaine. Si elle échoue, les conséquences seront pour elle. Mais si elle réussit, nous en tirerons tous une leçon inestimable. Sa décision était un pari risqué, un acte de confiance qu'il plaçait en moi, en une femme qu'il connaissait à peine, mais qu'il commençait à entrevoir. Je ressentis un mélange de gratitude et de terreur. La pression était immense. L'avenir des villages, ainsi que mon propre destin, reposait entre mes mains. Je me lançais dans l'enquête avec la passion que je consacrais aux livres. J'examinais les registres, comparais les cartes, et interrogeais les rares bédouins qui empruntaient encore les routes les plus anciennes. Je découvris que la déviation n'était pas une erreur, mais un acte délibéré. Une voie alternative passant par un oasis isolé, connu seulement de quelques-uns. L'ingéniosité de cette manœuvre était impressionnante, et les indices, ténus. À mesure que la semaine s'égrenait, la tension au palais devenait presque insupportable. Zafira et ses alliés se réjouissaient, sûrs de mon échec imminent. Mais je ne renonçais pas. Le 5e jour, un indice se révéla dans un ancien journal de caravane que je trouvais à la bibliothèque. Le journal, avec son écriture effacée et parsemée d'observations sur les changements climatiques et le mouvement des dunes, révélait un ancien chemin, une route de contrebandiers utilisée uniquement lors de sécheresses sévères, quand les postes de contrôle officiels se faisaient plus rares. Il mentionnait un oasis caché, connu sous le nom de l'oasis du Murmure, ainsi que les ruines d'une forteresse oubliée, des repères qui, pour moi, prenaient désormais tout leur sens. Mon esprit, entraîné par la bibliothèque à relier des points apparemment déconnectés, associait la route aux connaissances que j'avais sur les ressources en eau et les itinéraires des caravanes. Le détour n'était pas une erreur, c'était un plan méticuleux, une opération secrète destinée à intercepter les céréales loin des regards indiscrets, en un lieu que seuls quelques privilégiés, ou ceux disposant d'informations anciennes, connaissaient. Je disposais des indices, mais il me fallait une preuve irréfutable. La semaine touchait à sa fin et l'urgence me consumait. Cette même nuit, sous le voile protecteur de l'obscurité, avec l'aide discrète de l'un des gardes les plus anciens du palais, dont j'avais gagné la confiance grâce à mon dévouement envers l'histoire du peuple, je m'aventurais hors des murs. Je ne pouvais envoyer personne, l'information était trop sensible. Je devais voir de mes propres yeux. À cheval, le vent nocturne fouettant mon visage, je suivis les coordonnées indiquées par le journal et les cartes anciennes. L'air frais de la nuit, l'immensité du désert sous un ciel étoilé, tout semblait conspirer pour me rappeler mon insignifiance, mais aussi ma détermination. Plusieurs heures plus tard, j'aperçus les ruines, fantômes de pierre dressés sous la pâle lumière de la lune. Là, près de l'oasis, je trouvais ce que je cherchais, des traces récentes de lourdes charrettes, déchargées puis rechargées, et plus révélateurs encore, des sacs de grains vides, certains encore scellés du cachet du palais, abandonnés à la hâte. Le détour était réel, et les céréales n'avaient pas été perdues, mais bel et bien volées. Je retournai au palais avant l'aube, épuisé, mais animé d'une conviction inébranlable. Le lendemain, dernier jour de ma semaine, le conseil se réunit, et la tension était palpable. Zafira était assise avec un sourire présomptueux, ses yeux brillants de la certitude de ma défaite. Les anciens, leurs visages marqués par le temps et la méfiance, m'observaient en silence. Hassan trônait, son expression impénétrable, mais je pouvais percevoir l'intensité de son regard. À mon sujet, un mélange d'attente et d'inquiétude. « Noor, la reine étrangère a-t-elle quelque chose à nous dire ?» provoqua Zafira sa voix dégoulinant de venin. « Ou devons-nous supposer que votre enquête n'a été qu'une distraction inutile ?» Je me levai, sentant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine, mais ma voix, à ma propre surprise, sortit ferme. « Oui, j'ai quelque chose à dire, Zafira, et à vous tous. Les grains ne se sont pas perdus, ils ont été détournés, et je sais exactement où et par qui. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Zafira pâlit, mais reprit rapidement contenance en lâchant un rire sarcastique. « Les accusations sans fondement ne servent à rien, Noor. Où sont vos preuves ? Les preuves sont ici. » J'exhibais une carte, soigneusement dessinée par moi-même, avec la route officielle et le détour marqué en rouge, indiquant l'oasis du Murmure et les ruines. C'est un chemin ancien, connu de peu, un chemin qui n'apparaît pas dans les registres modernes,
mais qui a été détaillé dans un journal de caravane que j'ai trouvé à la bibliothèque, datant de plusieurs siècles. Les anciens se penchèrent pour regarder la carte. Hassan descendit de son trône et s'approcha, les yeux rivés aux détails. « Et comment savez-vous que ce chemin a été emprunté » demanda l'un des anciens, la voix chargée de scepticisme. Je m'y suis rendu. Cette confession provoqua une nouvelle agitation. J'ai trouvé des traces récentes de charrettes et des sacs de grains portant le sceau du palais, abandonnés. Le détour a été orchestré pour ressembler à une perte accidentelle, mais c'était un vol. Zafira se leva brusquement, les yeux étincelants de fureur et de désespoir. C'est absurde. Un mensonge. Elle tente de cacher sa propre incompétence avec des accusations infondées. Je ne ferai jamais une telle chose. En effet, Zafira, vous ne le feriez jamais. Ma voix se fit plus forte, et je la regardai droit dans les yeux. Mais votre cousin, Jamal, le chef de la garde responsable de l'escorte du chargement, oui, il a des dettes de jeu qui le mèneraient à tout extrême. Et les registres de paiement secrets, que j'ai également trouvés à la bibliothèque, montrent des transferts vers des comptes à son nom, bien au-delà de ce qu'il pourrait justifier, peu avant le détour. Et plus important encore, Jamal est le seul à avoir un accès illimité aux cartes anciennes de la bibliothèque qui détaillent ce chemin. Des cartes qu'il a consultées à plusieurs reprises ces dernières semaines, avant la perte des grains. Le silence qui suivit fut assourdissant. Zafira chancela, le visage pâle comme la mort. L'accusation, étayée par des preuves irréfutables, la frappa de plein fouet. Elle avait utilisé son cousin comme pion, comptant sur sa discrétion et convaincue que personne, surtout pas la reine étrangère, ne déterrerait de tels secrets. Hassan, qui était resté silencieux jusque-là, se tourna maintenant vers Zafira, ses yeux noirs comme l'obsidienne. « Zafira, avez-vous quelque chose à dire en votre défense ?» Elle tenta, bafouillant, bredouillant des excuses et lançant des accusations contre moi, mais ses paroles étaient vaines, dépourvues de la conviction qui animait ses intrigues antérieures. La vérité, crue et impitoyable, flottait dans l'air. Jamal sera interrogé et les preuves seront vérifiées, déclara Hassan, sa voix résonnant avec une autorité indiscutable. Si les accusations de la reine Noor sont confirmées, la sanction sera exemplaire. Quant à vous, Zafira, votre rôle dans cette affaire fera l'objet d'une enquête. Votre influence à la cour est suspendue jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée. La décision du Cher fut un coup fatal pour Zafira. Elle fut escortée hors de la salle, son orgueil en lambeaux. J'observais son départ, éprouvant un mélange de soulagement et de tristesse. La victoire n'était pas douce, car elle avait dévoilé la pourriture qui rongeait les entrailles du palais. Hassan se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis un sourire sur ses lèvres, un sourire authentique qui illumina ses yeux. « Noor, tu n'as pas seulement prouvé ta valeur, mais aussi déjoué une conspiration qui aurait pu infliger de grandes souffrances à notre peuple. Ton intelligence et ton courage sont inestimables. » À cet instant, les murs de ma prison dorée s'effondrèrent totalement. Je n'étais plus la jeune fille effrayée qui avait signé un contrat par erreur. J'étais cette femme qui avait trouvé sa voie, son courage et un dessein transcendant tout contrat. Le sourire de Hassan, si rare et authentique, fut le sceau d'une nouvelle ère, non seulement pour moi, mais pour le destin qui commençait à se déployer entre nous. La cour, jadis un théâtre de murmures et d'intrigues, me regardait désormais autrement. Certains avec un respect fraîchement découvert, d'autres avec une jalousie encore plus vorace mais désormais teintée de prudence. Zafira et son cousin, Jamal, furent exilés, leurs noms effacés des conversations officielles, mais leurs ombres planaient toujours comme un rappel constant de la fragilité du pouvoir et de l'importance de la vigilance. Hassan ne me traitait plus comme une épouse de convenance, mais comme une conseillère, une alliée. Nos rencontres au bureau cessèrent d'être des épreuves pour devenir des séances de collaboration. Il cherchait mon point de vue pour chaque décision, valorisant mon intuition et ma passion pour la justice. Ma voix, jadis presque réduite au silence, résonnait maintenant dans les salons du palais, non seulement en tant que reine mais en tant que leader. Je me souviens d'un après-midi, alors que nous discutions de la répartition de l'eau en période de sécheresse. J'avais suggéré un système de rotation fondé sur l'équité, non sur le statut. Il m'écouta, les yeux fixés dans les miens, et alors, pour la première fois, je vis un sourire complet illuminer son visage. Ton esprit voit des solutions là où d'autres ne perçoivent que des problèmes. Noor, dit-il, la voix douce, presque un murmure. J'étais habitué à imposer. Tu m'apprends à inspirer. Ces mots désarmèrent ma dernière défense, le rempart que j'avais érigé autour de mon cœur,
pour le protéger d'un mariage sans amour, commença à céder. Je ne le voyais plus seulement comme le cheikh puissant, mais comme l'homme portant le poids d'un royaume, avide de connaissances et, au fond, en quête d'une véritable connexion. Au fil des mois, la distance entre nous s'amenuisa, non seulement dans les paroles, mais dans les gestes. Nos promenades dans les jardins s'allongèrent, les conversations s'approfondirent. Il me racontait l'histoire de son peuple, les défis qu'il affrontait depuis sa jeunesse, la solitude du trône. Je partageais mes espoirs, mes peurs, ces petits rêves que je continuais de chérir. J'appris que Hassan, derrière son apparence imposante, était un homme d'une grande sensibilité au cœur blessé, par le poids des pertes passées et une âme assoiffée d'un amour qu'il croyait hors de portée. Il avait renoncé à son propre bonheur au nom du devoir, convaincu que la couronne exigeait un sacrifice total de son humanité. La bibliothèque, notre ancien allié, était devenue le sanctuaire de notre intimité grandissante. Entre parchemins poussiéreux et cartes oubliées, nous partagions non seulement des connaissances, mais aussi des secrets d'âme. C'est là, au milieu de l'odeur de sagesse ancienne, que nos regards se croisèrent d'une manière qui transcendait le respect et l'admiration. Une nuit, alors qu'il m'aidait à atteindre un livre sur une étagère haute, sa main effleura la mienne. Un frisson parcourut mon corps, et l'espace d'un instant, le monde sembla s'arrêter. Ses yeux, jadis si indéchiffrables, reflétaient désormais une émotion que je reconnus, le désir. Et à ma grande surprise, je le ressentis également. L'amour, que je jugeais impossible dans un mariage arrangé, fleurit entre nous telle une rare fleur dans le désert. Ce ne fut pas une passion dévastatrice instantanée, mais une flamme qui brûla lentement, alimentée par un respect mutuel, une compréhension et une profonde admiration. Il m'enseigna le poids de la responsabilité, et je lui appris la légèreté de la compassion. Ma transformation devint visible pour tous. Moi, la jeune femme apeurée et résignée, je marchais désormais la tête haute, les yeux brillants d'un nouveau dessein. Je commençais à mettre en œuvre des projets profitant directement au peuple. Inspiré par les textes anciens et par la justice que je chérissais tant, j'organisais des écoles pour filles, promouvant l'éducation qui m'avait sauvé. Je créais un système de soutien pour les veuves et orphelins, employant les ressources du palais de manière plus humaine. Là où il y avait jadis des intrigues, je semais désormais l'espoir. Hassan, lui, devint un leader plus accessible. Sa froideur calculatrice laissa place à une sagesse tempérée par l'empathie. Il souriait davantage, écoutait plus, et la rigidité qui le caractérisait commença à se dissoudre, révélant l'homme généreux et passionné que j'avais découvert. Il renonça à son orgueil, permettant à ma vision et à mes idées de façonner l'avenir du royaume, reconnaissant que la force d'un leader ne réside pas seulement dans le pouvoir, mais dans sa capacité à s'adapter et à apprendre des autres. Une année s'était écoulée depuis le jour où je signais ce contrat par erreur, et à chaque aube, je m'émerveillais de la vie que je bâtissais. Je n'étais plus seulement la femme de Cheikh Hassan. J'étais Nour, la reine qui gouvernait avec honneur, détermination et compassion. La femme qui avait trouvé sa place, non pas en dépit de l'erreur, mais grâce à elle. Mon parcours de résignation s'était mué en une véritable odyssée de résilience et d'introspection. Je n'avais pas seulement trouvé ma place aux côtés du cheikh, j'avais aussi dévoilé une force intérieure et une sagesse qui m'élevait. Nour, la femme qui avait signé un contrat par erreur, s'était révélée en reine guidant avec honneur, but et compassion, prouvant que le destin le plus grandiose peut naître de la faute la plus inattendue. Mais le chemin d'une reine n'est jamais aisé, et le destin, avec sa subtile ironie, s'apprêtait à me lancer un nouveau défi, un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement mon amour pour Hassan, mais aussi la solidité de notre royaume et la profondeur de mon leadership. Un nouveau message urgent arrivait de l'Est, apportant des nouvelles d'une prophétie ancienne reliant l'avenir du désert à une reine au cœur pur et à l'esprit aiguisé, une reine qui, selon les anciens, restait encore à se révéler pleinement. Et je savais, au plus profond de moi, que cette reine, c'était moi. La prophétie, murmurée par les vents du désert depuis des générations, annonçait un temps de grande épreuve, des rivières asséchées et des terres devenues stériles, mettant à l'épreuve la foi et l'unité des peuples. Les anciens, avec leurs yeux lourds d'inquiétude, étaient venus trouver Hassan, cherchant dans les anciennes écritures la clé du salut. Mais le cheikh, qui avait appris à regarder au-delà des pages, se tourna vers moi. Il ne me voyait plus comme une conseillère,
mais comme l'incarnation de l'espoir dont le royaume avait besoin. La menace était réelle, la sécheresse s'aggravait, et la pénurie d'eau allumait la flamme de la discorde entre des tribus autrefois alliées. La peur et la méfiance menaçaient de déstabiliser tout ce que Hassan et moi avions construit. J'ai rassemblé les chefs des tribus en un grand conseil, un exploit inédit pour une reine. Au centre de la salle, aucun trône, seulement une table ronde symbolisant l'égalité. Je ne m'adressais pas à eux d'une voix d'autorité, mais avec celle du cœur. Je leur parlais de l'interconnexion de toutes choses, de la force d'un peuple qui réside dans sa capacité à prendre soin les uns des autres, même lorsque la nature est impitoyable. Je citais des passages des livres de la bibliothèque évoquant un temps ancien, où les frontières étaient fluides et où l'eau, bien commun, était partagée avec sagesse. Je proposais un plan de gestion des ressources hydriques fondé sur la coopération, où chaque tribu apporterait son savoir et ses puits, et chaque goutte serait répartie équitablement. Il y eut évidemment des résistances. Des voix sceptiques s'élevèrent, remettant en question mon autorité, mon origine étrangère. Mais Hassan, debout à mes côtés, n'eut pas besoin de prononcer un mot. Son regard ferme et plein de confiance en moi fit taire les opposants. Il avait renoncé à son orgueil de leader absolu, choisissant le partenariat et la vision d'une femme qui, par hasard, était devenue sa reine. Ensemble, nous étions plus forts. Peu à peu, les graines de la coopération commencèrent à germer. Les tribus unirent leurs forces, creusant de nouveaux puits, partageant les techniques d'irrigation que j'avais étudiées dans les manuscrits anciens. La prophétie ne s'accomplit pas dans la destruction, mais dans l'union. L'eau revint à couler, non d'une source miraculeuse, mais de la sagesse collective et de la compassion que Nour avait inspirée. Le royaume prospéra comme jamais auparavant. Hassan et moi régnions côte à côte, un véritable roi et une véritable reine, pas seulement de titre mais par dessein. Notre amour, né de l'imprévu, était le fondement d'un avenir de paix et d'abondance. Les écoles pour filles que j'avais fondées prospéraient, et les femmes du royaume jadis reléguées dans l'ombre avaient désormais voix et pouvoir. Moi, Noor, la jeune femme qui avait signé un contrat par erreur, était devenue la reine que le monde entier n'attendait pas. Non pas la reine d'un palais, mais la reine d'un peuple, au cœur pur et à l'esprit vif, exactement comme la prophétie l'avait prédit. Ainsi, l'histoire de la reine inattendue devint une légende, un murmure porté par les vents du désert, rappelant que le destin le plus grandiose peut en effet naître de l'erreur la plus simple et la plus inconsciente.